Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque lundi soir, c'est le quart d'heure américain avec notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, en visioconférence avec nous. Bonsoir et bienvenue Pierre-Yves. Merci beaucoup d'être avec nous chaque semaine pour suivre ensemble l'actualité financière, économique, politique aux États-Unis, une actualité américaine qui reste marquée évidemment par les événements bancaires qu'on connaît depuis plus de 2 semaines maintenant, le point de départ ayant été la mise sous tutelle de la banque de la Silicon Valley le 10 mars dernier. Quel est l'état des lieux qu'on peut dresser à ce stade, Pierre-Yves, des fragilités de ce secteur des banques régionales aux États-Unis et des différents événements qui nous ont animés ces dernières semaines, avec l'idée quand même que ce secteur va sans doute se consolider désormais? Alors, je crois qu'on ne s'est pas trop trompé la semaine dernière quand on a dit que 2023 n'était pas 2008. La thèse du grand meltdown, pour l'instant, n'est pas validée. Wall Street a connu sa 2e semaine consécutive de hausse. La Banque centrale européenne ne s'est pas dérobée et a relevé ses taux de 50 points, si je ne me trompe. La Réserve fédérale a relevé son taux directeur de 0,25. Des mécanismes de sauvetage ont été mis en place. On va en parler un petit peu sur le cas spécifique de Silicon Valley Bank. Pour l'instant, ça ne casse pas, ça passe. Cela dit, il y a des mauvaises nouvelles et je crois qu'il faut en parler. Il y a de nouvelles inquiétudes qui se profilent. By the way, je viens de vérifier, donc c'est facile pour moi de vous poser la question. C'est le petit quiz de la semaine pour vous, Grégoire. Vous savez combien de banques existent aux États-Unis dans le système d'assurance fédérale des dépôts? Combien de banques aux États-Unis sont au FDIC? Ah, alors ça, au FDIC, je ne sais pas. J'avais en tête qu'on était peut-être autour de 5000 banques régionales aux États-Unis, mais sont-elles toutes couvertes par le régime de la FDIC? 4236 banques bah, j'étais pas loin. au FDIC. Vous vous rendez compte? Même si on divise par 50 États américains, le morcellement du système bancaire américain est un truc absolument dingue. Et on m'a rappelé, Pierre-Yves, mais ça vous le savez sans doute, je vous fais pas le quiz, on m'a rappelé qu'avant la crise des saving and loans, donc 85-95, en 85, il y avait 15 000 banques régionales aux États-Unis. Absolument, c'est vrai. D'ailleurs, ce chiffre de 4236 est en train de baisser tout doucement depuis 2008 d'ailleurs. Pour autant, les 10 premières en termes d'actifs représentent 30% du volume d'actifs. Et je n'ai pas vérifié tout à l'heure, mais je pense que si on prend les 20 premières, on doit être au-dessus de 50, et si on prend les 100 premières, on doit être au-dessus de 90. Donc, un système très morcelé. Oui, mais tout de même avec une très forte concentration en haut. Pour autant, même JP Morgan Chase, ce n'est pas 10% des dépôts bancaires aux États-Unis. Pourtant, c'est une banque qu'on qualifie toujours d'énorme. Alors, des mécanismes de sauvetage se mettent en place. Ce lundi matin s'ouvrent à nouveau toutes les agences de Silicon Valley Bank parce que la banque, au cours du week-end, a été reprise par First Citizen Bank Shares, qui est un établissement de Raleigh, North Carolina. Un petit coup de pied de l'âne des sudistes aux gens de la Silicon Valley qui sont 6 sur 2. Mais attention, quand on gratte un petit peu les termes de cette reprise, on s'aperçoit que le FDIC il laisse quand même beaucoup de plumes. À peu près 20 milliards de dollars de pertes du FDIC dans cette opération parce que First Citizen Bank Shares ne rachète qu'une partie des actifs. En quelque chose comme 56 milliards de dépôts et 72 milliards de prêts, mais avec une décote de 23%, qui est assortie elle-même de garanties particulières qui ont été très sagement, avec beaucoup de professionnalisme certainement, extorquées au Federal Deposit Insurance Company par la famille Holding, qui est la famille historique qui, depuis 3 générations, contrôle cette banque, First Citizen, et qui est une banque qui a l'habitude de travailler avec le FDIC, puisqu'elle se présente elle-même comme la banque qui a racheté le plus de banques au FDIC depuis 2009. Et ces garanties, quelles sont-elles? D'abord, une décote de 23% sur les actifs, sur les 72 milliards de dollars d'actifs qui ont été rachetés, et un accord de partage des pertes qui va durer 8 ans,
et en plus un accès à une facilité de crédit, de liquidité d'urgence. Donc, une belle opération probablement pour First Citizen, dont le cours s'envole de 45%, une opération qu'il fallait vite boucler par le FDIC, parce qu'on croit comprendre que parmi les racheteurs potentiels d'actifs de Silicon Valley Bank se trouvaient également des investisseurs qui s'intéressaient à l'autre enfant malade, qui est First Republic, qui pour le moment est toujours aux prises à des discussions pour un éventuel sauvetage privé. Ouais, qu'est-ce qu'on peut dire First Republic? Parce que c'est effectivement dans le paysage alors des nouvelles banques qu'on découvre, hein, pour tout vous dire. Moi, il y a 3 semaines, je ne connaissais pas la Silicon Valley Bank. Alors, vous dire que je connaissais Signature ou First Citizen, en l'occurrence, qui reprend les actifs, certains en tout cas de SVB. First Republic, c'est un cas qui n'a pas l'air totalement réglé. Alors pourtant, Pierre-Yves, qu'il a tout de suite, suscité une forme d'attention et presque même de solidarité de la part des banques majeures, puisque je crois qu'il y a un groupe de 11 banques qui est allé déposer assez vite 30 milliards de dollars de dépôts chez First Republic. Pourquoi le cas n'arrive pas à être clarifié encore à ce stade? Écoutez, j'ai l'impression que Jamie Dimon ne veut pas perdre la face. First Republic est un établissement de San Francisco qui finance beaucoup d'opérations et de services bancaires aux fortunes élevées, à la clientèle de patrimoine élevé, qui en particulier est beaucoup dans le secteur immobilier. C'est eux qui ont l'hypothèque, par exemple, des biens immobiliers de Mark Zuckerberg et d'autres milliardaires de la Silicon Valley. Et je pense qu'un des éléments, peut-être pas le principal, mais un des éléments des discussions en cours, c'est que le marché immobilier est en train de s'effondrer en Californie et que probablement dans la valorisation d'une bonne partie de ces actifs de First Republic se pose la question de la valorisation des actifs immobiliers. Cela dit, il y a des mauvaises nouvelles dans toutes les choses qui sont en train de se mettre en place. La première, que l'on ne voit pas, et pour cause, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'opérations qui se font sur les marchés de capitaux depuis 10 jours. Les émissions obligataires ont pratiquement disparu. Donc, un des signaux importants que devra donner le marché, si vraiment la situation se stabilise, ça va être le retour d'une activité un peu normale sur les marchés de capitaux. L'autre chose qui m'a frappé, c'est cet aller-retour pratiqué par Janet Yellen en direct dans des auditions publiques au Congrès, où elle nous dit le mardi oui, nous envisageons d'étendre à tout le monde la garantie fédérale des dépôts, de manière à stabiliser la situation. Ouais. Et puis le lendemain, elle dit non, on n'a rien décidé encore, il est possible qu'on le fasse, c'est un outil important en cas de poursuite et turbulences. Mais alors, on ne sait plus très bien ce qui se passe. Pour être gentil à l'égard de Janet Yellen, on peut dire que le maintien d'une certaine ambiguïté sur le régime de garantie des dépôts est probablement une bonne chose pour maintenir une certaine discipline dans la gestion des banques. Mais l'idée d'ouvrir complètement le parapluie fédéral à toutes les banques américaines qui ont des dépôts est quand même un truc assez dingue qui, je crois d'ailleurs, a été souligné par plusieurs de vos invités au cours des derniers jours. Et puis, il y a un autre point qui m'a frappé, c'est cette interprétation donnée par la Réserve fédérale sur le fait que cette crise bancaire, si elle n'est pas destinée aux yeux de la Banque centrale américaine à avoir une contagion terrible et si on n'est pas dans le scénario 2008, va tout de même entretenir une raréfaction du crédit et probablement équivalente à plusieurs relèvements de taux directeurs de la Fed. Neil Kashkari, le patron de la Réserve fédérale de Minneapolis, hier, a estimé que le scénario compliqué pour les banques régionales américaines rendait encore plus probable le scénario d'une récession. Et quelque part derrière, en rebond d'un credit crunch. Donc, tout n'est pas rose, même si le pire a été évité. Effectivement, la communication de Janet Yellen a été assez troublante avec cet aller-retour d'un jour à l'autre, Pierre-Yves. Le fait qu'elle communique également le mercredi soir pendant la conférence de presse de Jérôme Powell, ce qui a quand même beaucoup troublé aussi la réaction de marché. Donc, bon, ça arrive d'être mal organisé, mais
Moi, j'étais très étonné qu'elle puisse même envisager de dire qu'elle allait garantir tous les dépôts aux États-Unis. Enfin, quand on fait les maths, c'est, je crois, 17 000 milliards de dépôts, dont 7 000 milliards qui sont des dépôts au-delà des 250 000 $ sécurisés par le système américain. Je sais que la signature américaine est solide et qu'il y a des porte-avions et des chars et des tanks qui garantissent la signature en dollars. Mais quand même, c'est pas rien. Avec un plafond de la dette qui arrive, avec un Congrès qui a du mal à se mettre d'accord sur le moindre sujet, pas évident. Alors, la bonne nouvelle, je partage tout à fait votre étonnement, votre interrogation sur non seulement le message changeant de Janet Yellen, et sur le timing de son message, y compris en termes de minutes. Elle n'avait pas, je pense qu'ils ne se sont pas rendus compte de la gravité de ce qu'il faisait à ce moment-là. L'ambiguïté est une bonne chose, mais Janet Yellen n'a pas le pouvoir de décider s'il faut garantir les dépôts bancaires en totalité, ou elle n'a même pas le pouvoir de dire à quel endroit le curseur doit-il être placé. Si les institutions non systémiques maintenant sont susceptibles d'être garanties en totalité, où va-t-on ? Il faut un acte du Congrès pour faire cela. Et alors là, on est dans une configuration politique qui n'est pas du tout propice à ce genre de choses. Parce que tout ce qui ressemble à un plan de sauvetage des banques est absolument inacceptable, tant pour la gauche du Parti démocrate que pour la droite du Parti républicain. Tant qu'on n'est pas en situation désespérée, on ne peut pas imaginer une configuration politique pour le moment au Congrès où ce genre de choses serait voté. Merci beaucoup Pierre-Yves pour cet éclairage toujours précieux de la vie économique, financière et politique aux États-Unis, avec évidemment ce stress bancaire déclenché il y a un peu plus de 2 semaines maintenant par la mise sous tutelle de SVB et qui nous fait encore discuter ce soir évidemment aux États-Unis. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi dans le quart d'heure américain, 17h45 en direct sur Bismart, rediffusé à 20h45 dans la rediffusion de Smart Bourse le soir. Quart d'heure que vous retrouvez bien sûr en replay sur bismart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Merci beaucoup Pierre-Yves, on vous retrouve la semaine prochaine. Fin de cette édition de Smart Bourse ce soir. Nous nous retrouvons quant à nous demain dès 12h30 en direct sur Bismart.